Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant d'une véritable légende de l'automobile, le Land Cruiser de chez Toyota. Mais avant, je vous invite à soutenir notre petite chaîne amateur au moyen de pouces bleus, de commentaires, de partage sur vos réseaux sociaux, mais également en vous abonnant et en activant la cloche de notification. D'avance, je vous en remercie et à présent, je vous laisse profiter de votre vidéo. Bon visionnage à tous. Le Land Cruiser mérite bien son statut de légende. Depuis sa première version, initialement développée en 1951 pour les forces japonaises d'autodéfense, aux variantes les plus luxueuses munies de moteurs V8 et badgés Lexus, le Land Cruiser s'est écoulé jusqu'ici à plus de 11 millions d'exemplaires et ce à travers plus de 170 pays. Sa robustesse et ses aptitudes à passer partout ne sont plus à démontrer. Et je vous recommande d'ailleurs de visionner l'épisode 6 de la saison 14 de Top Gear où Clarkson, May et Hammond nous font bien évidemment passer un bon moment, mais où ils font surtout un road trip en Bolivie où vous allez voir un Land Cruiser souffrir à mort et pourtant réussir toutes les épreuves. Mais revenons-en à nos moutons, ou plus précisément notre Toyota. La gamme Land Cruiser s'articule autour de trois modèles. Le besogneux 70, le luxueux 300 et notre modèle, le 250, qui joue le rôle d'intermédiaire et qui est le seul des trois à être actuellement commercialisé en Europe. Cette gamme intermédiaire est née en 1985 de la nécessité de disposer d'un véhicule aux aptitudes de franchissement intactes tout en disposant d'un minimum de confort et d'espace intérieur, sans pour autant atteindre le raffinement de Range Rover ou de Land Cruiser 300, même si c'est un peu ce qui s'est passé au fil des années. Notre cinquième génération, baptisée Prado ou Light Duty sur les marchés, se veut comme un retour aux fondamentaux, ce dont on se rend compte immédiatement avec son design à l'allure brute de décoffrage. Ici, à l'avant, on retrouve un long capot bien horizontal, alors que le pare-brise et la calandre jouent dans la verticalité. La calandre retrouve même la version classique du logo Toyota. Les phares rectangulaires sont tout à fait raccords avec l'ensemble, mais la version de lancement, la First Edition, qui était limitée à 3000 exemplaires seulement, disposait quant à elle de projecteurs ronds beaucoup plus sympas. Et c'est dommage, parce que je trouve que le Land Cruiser, il gagnait à la fois en style et en caractère. De côté, on remarque immédiatement la garde au sol. Avec 20,5 à 21,5 cm sur la monte pneumatique, elle indique clairement que le Land Cruiser 250 est du genre à avoir des ambitions en dehors des sentiers battus. On peut également observer que les porte-à-faux avant et arrière sont limités, surtout celui de l'avant, qui plus est équipé de déflecteurs souples sous le pare-choc. Cela permet au Land Cruiser de revendiquer des angles d'attaque et de fuite de respectivement 32 et 17%. L'angle ventral est quant à lui plus limité par les 2,85 m de l'empattement. Si jusqu'ici la gamme intermédiaire du Land Cruiser pouvait remédier à ce problème en présentant une variante à empattement court et seulement 3 portes, il n'en va pas de même sur cette série 250 uniquement prévue avec cette carrosserie à 5 portes. Cette carrosserie reste posée sur une plateforme avec châssis en échelle, mais il s'agit d'une nouvelle génération, la GAF, qu'on retrouve également sur le Land Cruiser de la série 300. Grâce à l'emploi d'acier, tantôt plus épais, tantôt à haute résistance, et grâce au remplacement des renforts dans les longerons et les traverses par des points de soudure, le châssis est à la fois plus léger et plus rigide. Toyota parle d'une amélioration de 50% en résistance à la torsion pour un gain total de 30% par rapport à la précédente mouture, le J150. Pour mouvoir cette belle bête dépassant les 2,3 tonnes à vide, Toyota s'en remet exclusivement à des 4 cylindres. Un 2,7 litres essence atmosphérique de 163 chevaux, un 2,4 litres essence turbo-compressé de 280 chevaux, une hybride auto-rechargeable de 330 chevaux et un gros moteur diesel. Et c'est ce dernier qui constitue la seule offre actuellement disponible sur notre marché. Ce gros 4 cylindres de 2755 cm3 est repris de la précédente génération, mais il a profité de toute une série de modifications en vue d'en améliorer la linéarité de son comportement. Ce turbo-diesel développe une puissance confortable de 204 chevaux, mais surtout un couple camionnesque de 500 Nm disponible entre 1600 et 2800 tours par minute. Cette mécanique recevra une hybridation légère courant de l'année, dont le but sera de réduire à la fois les consommations officielles, mais également les émissions de CO2. Au niveau de la boîte de vitesse, Toyota ne laisse pas le choix en accouplant d'office notre 2,8 litres turbo diesel à une boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple comptant 8 rapports. Cette boîte, baptisée Direct Shift par Toyota, est plus qu'une simple boîte automatique classique, car selon les conditions, elle accepte la prise directe. Cela permet d'étendre la plage de fonctionnement des rapports avec un gain en termes de rendement et de réactivité. Mais ce n'est pas tout, vous vous en doutez bien. Notre Land Cruiser est un véritable 4x4. Entendez par là qu'il est une véritable intégrale permanente avec tout le nécessaire pour aller crapahuter.
Même si à plus de 90 000 euros, j'avoue que j'aurais un peu peur de faire des griffes sur cette carrosserie. Enfin, soit. La transmission se part d'un blocage de différentiel central, d'un blocage de différentiel arrière et de la possibilité d'opter pour une gamme courte. Les débattements de la suspension ont également fait l'objet de beaucoup d'attention, avec un gain de 10% par rapport à la précédente mouture, qui était déjà excellente à ce sujet. Mais la 5e génération va plus loin, car elle s'offre une barre anti-roulis déconnectable ici à l'avant, permettant d'accroître le débattement de 10% supplémentaire encore. Là-bas, à l'arrière, le Land Cruiser conserve son pont rigide. Ça fait plus de 20 ans que son rival japonais, le Mitsubishi Pajero, que je connais particulièrement bien, est passé aux 4 roues indépendantes, faisant de lui une routière bien supérieure. Mais le problème, c'est que ça se traduit irrémédiablement en termes de débattement suspension et en capacité de franchissement. Le Land Cruiser a choisi son camp, celui où on ne fait pas semblant. Et moi, j'aime bien ça. Avant de découvrir le tarif de ce vrai franchisseur, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe Van der Heyden. Ils sont concessionnaires officiels Toyota, mais également Lexus en région liégeoise. Vous trouverez les coordonnées de leur salle d'exposition de Liège, Soumagne, Lonsaint, Verviers et Eupen dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à contacter leur équipe, elle se fera un plaisir de vous renseigner sur votre futur véhicule. Et allez savoir, ce sera peut-être un baroudeur, un vrai de vrai, comme ce Land Cruiser 250. Bon. Chose promise, chose due, parlons du tarif. Et autant vous le dire tout de suite que ce Land Cruiser n'est pas à la portée de tous, avec un prix de base de 89 980 euros. Un tarif qui trouve sa justification dans la taille de l'auto, sa généreuse mécanique, sa transmission sophistiquée, ses aptitudes en hors-piste, mais aussi avec cette dotation de série qui est vraiment très riche, parmi laquelle on peut compter l'intérieur cuir, la climatisation automatique activable à distance, les réglages électriques des sièges avant et du volant, le combiné et l'écran multimédia de 12,3 pouces chacun, la caméra 360 degrés avec vue fantôme et toute une tripotée d'aides à la conduite parmi les plus sophistiquées du moment. Mais si vous êtes gourmand, sachez qu'il y a également la finition VXL, affichée à 96 900 euros, laquelle troque son toit ouvrant pour un modèle panoramique, son rétroviseur intérieur électrochrome pour un modèle digital, son système audio à 10 enceintes pour un ensemble JBL en comptant 14, et ses jantes en alliage de 18 pouces pour un modèle en 20 pouces permettant de gagner 0,8 cm de garde au sol. Cette finition gagne également un afficheur tête-haute en couleur de 10 pouces, le chauffage et la ventilation pour la banquette intermédiaire, 2-3 autres babioles et surtout la barre anti-roulis avant désactivable. En raison de prévisions de vente limitées en nos contrées, le nouveau Land Cruiser n'a pas été testé au jeu des crash tests de l'Institut Euro NCAP. S'il échappe aux tests européens, le gros Toyota s'est prêté à ceux de son homologue asiatique, la NCAP. Il y a récolté la note maximale de 5 étoiles sur 5 et a brillé dans toutes les catégories de protection, tant des occupants que des usagers faibles, avec des scores compris entre 84 et 89%. Avec ses 4,92 m de long et 1,98 m de large, le Land Cruiser est plutôt du genre impressionnant. Enfin, surtout son 1,93 m de haut. La dimension des pneumatiques et la garde au sol enfoncent encore le clou. Le diamètre de braquage est de 12 mètres tout rond et la masse à vide de 2340 kg. Pour accéder au coffre, le Land Cruiser s'en remet à un traditionnel haillon s'ouvrant à la verticale et non à une malle à ouverture latérale. Ouf! L'accès est évidemment au perché du fait des dimensions de l'engin et de sa vocation hors piste. Le volume est impressionnant, même si pour être tout à fait honnête, il s'avère en raccord avec l'encombrement extérieur du Land Cruiser. En configuration 5 places, le volume disponible est de 742 litres. La banquette se rabat indépendamment 1/3, 2/3 avec 2 parties en portefeuille, ce qui permet de disposer d'un espace vraiment totalement plat et alors on dispose d'un volume complet de 2000 litres de chargement. Et ça, c'est énorme. Mais c'est pas tout. Regardez bien au niveau du haillon, il est électrique bien sûr, un petit peu lent, ça c'est dommage, mais regardez bien, on dispose d'une ouverture ici indépendante pour la vitre, ce qui permet d'aller chercher des petites choses facilement. Enfin, du moins quand on est un peu plus grand que moi. Ce généreux volume de chargement n'est pas obtenu par le biais de l'abandon de la roue de secours. Non, non, sachez qu'elle est toujours là, elle est présente en dessous du plancher. Il ne s'agit pas d'une roue de secours temporaire, mais bien d'une vraie 5e roue, jante en alliage, même pneu, qui se trouve là-bas derrière. Ça, c'est le genre de choses qui est important lorsqu'on veut faire du tout-terrain. Bon, je suis un peu impatient à présent de découvrir l'espace de ce véhicule, et comme je suis un peu curieux, je vais commencer par l'arrière.
Alors, l'accès à l'arrière est vraiment super facile. Grâce à quoi? Eh bien, grâce au très large marchepied extérieur, mais également grâce à cette poignée qui est super pratique. Avec ma petite taille, je rentre sans problème. Mais je peux vous assurer que les enfants, eux aussi, y rentrent sans problème. Et une fois qu'on est assis à l'arrière, eh bien là, on a un espace qui est absolument gigantesque. L'espace à la tête, c'est celui d'une camionnette. L'espace pour les jambes, c'est celui d'une limousine. Et l'espace en largeur, eh bien, c'est celui d'une très grande berline aussi. Et même, c'est tel que le passager du centre, eh bien, il a suffisamment de place pour s'asseoir. Il dispose d'une banquette qui est assez plate, donc il dispose d'un confort qui est assez similaire à ceux des deux occupants sur les deux côtés. Seulement, malheureusement, nous sommes dans un gros véhicule destiné au tout-terrain. Il y a donc un système de transmission très sophistiqué et très épais qui fait qu'on a un tunnel de transmission, un tunnel de servitude qui est assez encombrant et qui obligera alors le passager à écarter ses jambes, venant un petit peu mordre dans l'espace des deux passagers latéraux. C'est peut-être le plus gros point faible pour cette place centrale. Mais attention, quand on est assis sur les côtés, là, qu'est-ce qu'on est bien. La banquette est confortable, elle est un petit peu ferme, mais elle est très bien dessinée. Je trouve que le dossier est vraiment très agréablement rembourré. Il est réglable également indépendamment 1/3, 2/3. Hop, regardez. Je peux me mettre soit plus droit pour favoriser l'espace dévolu au bagage, soit je peux un peu plus me coucher, hop, comme ceci, pour vraiment profiter du voyage et peut-être même faire un petit somme. À l'arrière, les commodités sont celles d'un véhicule très haut en gamme. On a une console centrale ici qui va reprendre pas mal d'éléments, de quoi recharger son smartphone avec des prises USB, mais on a également un écran digital qui permet de commander la climatisation indépendamment de l'avant, mais également des commandes pour le chauffage et la ventilation de ces places arrière. Ça, c'est vraiment très sympa. Bien sûr, on a un accoudoir central, on a des porte-gobelets, on a des rangements, des aumônières ici au dos des sièges avant. Ça, c'est du grand classique. Finalement, la seule lacune concerne peut-être le fait qu'on n'a pas de store pare-soleil qui soit intégré dans les portières. Ces portières, d'ailleurs, parlons-en. Elles disposent ici d'une espèce de coussin, ce qui permet au passage arrière, lorsqu'on va aller faire du off-road par exemple, et qu'on va être secoué dans tous les sens, de ne pas se cogner et d'avoir le bras qui va être amorti par ce coussin. Ça, c'est super bien pensé. Et un autre élément qui est vraiment génial et qui est rarissime à l'heure actuelle, c'est la taille des vitrages. La ligne de caisse est super basse. Elle arrive quelque part par ici. Regardez, ça m'arrive là. Ça veut dire que j'ai une vue dégagée vers l'extérieur. C'est exceptionnel. Pour les enfants, c'est génial. Ils ont vraiment une grande vue vers l'extérieur. Et encore, avec ce toit panoramique, c'est vraiment top. Je pense qu'on a vu l'arrière. Maintenant, découvrons l'avant. Après avoir grimpé à l'avant, la première chose qui frappe, eh bien, c'est le dégagement de la vue vers l'extérieur. On a certes un pare-brise qui est plus petit et plus vertical, mais on a une ligne de caisse qui est très basse, ce qui libère vraiment très bien la vue vers l'extérieur et il est facile de délimiter le véhicule. Vraiment à l'avant, on voit bien le bout du capot. Sur le côté, les passages sont bien plats. Ça se voit très facilement. C'est très intéressant, surtout pour le tout-terrain. La visibilité vers l'arrière est assez bonne parce que la vitre est très grande. En 3 carrières, c'est plus compliqué. Le montant C est un peu plus épais. La plus grosse difficulté de ce véhicule, finalement, c'est sa hauteur par rapport au reste des autres véhicules qui peut rendre un peu plus compliqué les manœuvres en ville. Heureusement que Toyota a bien équipé son tout-terrain en aide électronique, dont l'une des plus utiles, c'est peut-être la caméra à 360 degrés avec vue fantôme et son système de nettoyage de la caméra arrière. Et ça, en tout-terrain, ça fait franchement la différence. L'intérieur joue à fond la carte du baroudeur pur et dur avec ce tableau de bord très typé 80s, fait d'arêtes bien marquées, d'angles droits et de lignes bien tendues. Et cette ambiance baroudeur est encore plus renforcée, notamment par la présence de ces poignées de maintien sur les montants B, mais également sur les montants A. Et ça s'avère aussi utile pour l'ambiance que pratique à l'usage. Cependant, l'habitacle fourmille aussi de détails esthétiques plus sophistiqués, à l'image des aérateurs et des haut-parleurs. La finition est quant à elle typique d'une Toyota très haut en gamme, avec un assemblage sans faille et l'usage d'excellents matériaux, tant pour les nombreux plastiques moussés bien épais que pour les plastiques rigides à l'aspect mat. Pour les fines boiseries et l'élégance des inserts en aluminium, là il faudra se tourner du côté de chez Lexus. Le tactile a quant à lui été réduit à sa plus simple expression, avec pour conséquence directe la multiplication du nombre de boutons qui ici sont tous physiques.
Malgré le nombre élevé de ces boutons, l'ergonomie est plus qu'intuitive car les commandes sont réunies en îlots par thématique et surtout à la portée de la main du conducteur. La climatisation bénéficie également de commandes physiques, mais il s'agit ici de basculeurs de type aviation, ce qui est aussi pratique qu'esthétique. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'écran digital qui, même en cette période de nostalgie des fait vraiment trop daté. Au centre du tableau de bord, on retrouve un grand écran central de 12,3 pouces qui est tactile et qui permet d'accéder à tout le système multimédia, mais aussi à toute une série d'options moins régulièrement utilisées. C'est un écran de très belle facture, tant au niveau de l'écran lui-même que de la réactivité du système. Bien évidemment, il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay en mode sans fil, ce qui justifie pleinement le système de recharge par induction. Un autre écran de 12,3 pouces prend place devant le conducteur. Il s'agit à nouveau d'une magnifique dalle présentant de beaux graphismes, une résolution élevée, de beaux contrastes et une luminosité bien dosée. Son utilité se justifie par le grand nombre d'aides à la conduite permettant au Land Cruiser de revendiquer une conduite autonome de niveau 2. Personnellement, j'apprécie beaucoup la possibilité d'opter pour le look très classique avec contour et tachymètre circulaire. Enfin, il reste un dernier écran et il s'agit de l'afficheur tête haute projeté directement dans le pare-brise. Il fait 10 pouces et se montre aussi simple que pratique à l'usage, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de temps d'adaptation, contrairement à ce que j'avais pu ressentir notamment dans le Lexus LBX essayé il y a quelques mois. Comme très souvent chez Toyota, les sièges sont un véritable régal de confort, avec un compromis que je trouve vraiment idéal entre la fermeté et le côté moelleux, entre le côté vraiment confortable et le côté qui va retarder au maximum les premiers signes de fatigue sur long trajet. Malgré sa vocation à sortir en deux-route des routes asphaltées, le maintien latéral est un peu léger. D'origine, les sièges sont chauffants et ventilés et la version VXL rajoute même le réglage de la longueur de l'assise pour le conducteur, un must pour les petits comme pour les plus grands. La position de conduite est bien évidemment surélevée et bien droite, mais il est possible de la peaufiner grâce aux nombreux réglages électriques à la fois du siège et du volant, qui plus est chauffant. Tout semble avoir été pensé dans ce Land Cruiser pour faire en sorte que même les pires trajets deviennent les meilleurs. Et d'ailleurs, en parlant de trajet, il est peut-être temps de démarrer ce moteur et de voir ce qu'il a dans le ventre. Au démarrage, le doute n'est pas permis. Le Land Cruiser n'est pas une Toyota bercée par la fée électricité, mais bien gavée au gazole. Fort heureusement, cela ne se ressent pas dans l'habitacle au niveau des vibrations. Malgré la première courte et le couple généreux de 500 Nm délivré par le gros 2,8 litres turbo diesel, le Land Cruiser ne peut pas cacher ses près de 2,5 tonnes en ordre de marche. Certes, il s'arrache du sol sans le moindre effort, mais il n'a rien d'un sprinter. Cette sensation est confirmée par le chronomètre, lequel indique 12 secondes pour atteindre les 100 km/h. Mais au vu de l'architecture de l'engin, ce chiffre ne devrait pas beaucoup évoluer, même en augmentant la charge embarquée. Il faut avouer que ce moteur est très bien aidé dans sa tâche par la boîte de vitesse automatique de Direct Shift à 8 rapports, qui vraiment travaille de manière exceptionnelle. Elle se fait totalement oublier, et ça c'est un point fort pour les boîtes automatiques. Elle ne fait jamais d'hésitation, elle ne met pas de temps pour passer les rapports, elle ne reste pas trop longtemps dans un rapport, ni le passe trop vite. Elle fait vraiment un travail exceptionnel, elle se fait oublier, et elle aide toujours le moteur à être sur le bon régime, c'est vraiment impeccable. Le comportement routier, lui évidemment, c'est celui d'un gros engin de ce genre. Cependant, par rapport à des véhicules qui sont vraiment adaptés au tout-terrain, on n'a pas de mouvement de caisse parasite lorsqu'on va rouler sur des routes bitumées. On ne va pas avoir sur autoroute, par exemple, de mouvement de caisse. Ça, vous n'aurez pas. Vraiment, la voiture reste super stable. Elle ne prend pas de mouvement de caisse, elle ne plonge pas, elle ne cabre pas. C'est vraiment excellent. Par contre, si vous commencez à conduire de manière beaucoup plus active, là, effectivement, vous allez ressentir un phénomène de cabrage ou un phénomène de plongée. Mais le roulis pas. Il n'y a pas de roulis. La voiture gère très très bien son roulis. Et ça, je pense que c'est notamment dû à la barre anti-roulis avant qui a pu être mise d'un bon diamètre pour pouvoir endiguer ce phénomène. Et comme elle est désactivable pour le tout-terrain, eh ben finalement cette barre-là a pu être surdimensionnée pour éviter un mouvement de caisse et d'éviter d'avoir finalement un train avant et un train arrière qui se désunissent. C'est vraiment de l'excellent travail. Cette voiture ne donne jamais l'impression de peser ses 2,5 tonnes en ordre de marche, sauf au freinage où effectivement là, il va falloir bien appuyer sur la pédale de frein et où les distances de freinage sont un peu longues. À part cette circonstance-là, vous n'avez jamais l'impression de conduire un véhicule qui pèse le poids d'un petit camion. Et ça, c'est vraiment excellent.
Au niveau du confort, le Land Cruiser souffle un peu le chaud, le froid. Le chaud avec ses sièges qui sont vraiment exceptionnels. Ce sont vraiment des sièges ultra agréables. Leur compromis entre la fermeté et le côté moelleux est vraiment exceptionnel. On est très très bien maintenu et même, je suis surpris, malgré l'absence de gros renforts latéraux, même lorsqu'on va reporter des chemins fort caouteux, eh bien on n'est pas ballotté dans tous les sens et on doit se tenir à tout ce qui se raccroche. Non, non, vraiment les sièges sont vraiment très réussis. Il y a la suspension qui fait aussi un très bon travail. Elle absorbe bien les défauts de la route, à l'exception des saignées, des vraiment sèches. Vraiment quand vous avez vraiment un défaut très marqué, très net, là vous allez vraiment ressentir vraiment poc. Vous allez vraiment sauter dedans, va vraiment y avoir, ici par exemple on a comme une espèce de petit casse-vitesse, voilà, là on saute dessus. Mais tous les autres défauts, les déformations, les nids de poules et autres, eh bien la voiture les digère sans aucun problème. Par contre, là où je suis plus embêté, c'est au niveau de l'insonorisation. Les pneumatiques, et pourtant ils sont très gros, eh ben les pneumatiques se font totalement oublier. Vraiment, on ne sait pas qui sont là. On aurait l'impression d'avoir des pneus galettes comme ça, ben ils feraient pas plus de bruit. Par contre, le moteur diesel se fait beaucoup trop entendre dans l'habitacle. Il mériterait d'être bien mieux encapsulé que ceci. Il se fait quand même fort entendre. Sur autoroute, il ne se fait pas oublier. Sur les accélérations, comme ici, on entend bien ce moteur diesel qui monte dans les tours. Ça, c'est un peu embêtant. Et puis, autre phénomène, sur autoroute, à partir de 100, 110 km/h, les bruits de vent commence à se faire fort entendre. Et là, je pense que le pare-brise très vertical, les rétroviseurs camionnesques comme ici, qui sont très pratiques pour les manœuvres, eh bien, le revers de la médaille, c'est qu'en termes d'insonorisation aérodynamique, eh bien là, on entend que ça siffle. Par contre, c'est vrai que ça siffle tôt, 100, 105 km/h dans ces eaux-là. Mais par contre, une fois arrivé à ce niveau-là, ça ne devient jamais plus envahissant. C'est un niveau qui reste fixe, même si on monte un petit peu vers 130, 140 km/h. Le bruit aérodynamique n'évolue pas plus. Donc voilà, un peu le chaud et le froid, comme je vous l'ai dit. Étonnamment, malgré son gabarit extérieur des plus impressionnants, le Land Cruiser s'avère particulièrement facile à conduire en ville. Mais vraiment super facile. On a cette position de conduite très haute, ces lignes de caisse là qui sont vraiment super basses et qui permettent de voir vraiment en détail ce qui se passe ici à gauche et là-bas à droite. On a une direction qui est très légère et qui permet en plus de braquer vraiment d'un seul doigt avec un diamètre de braquage qui est vraiment très court pour ce type de véhicule. Non, c'est vraiment impressionnant l'aisance de ce Land Cruiser en milieu urbain. Mais là où le Land Cruiser s'est montré absolument impérial, c'est lorsque j'ai abordé tous les chemins de terre, tous les sentiers du côté de Abel-la-Neuve, où vraiment il s'est déjoué de toutes les difficultés que pouvaient représenter ces chemins. À aucun moment, je n'ai eu besoin de faire intervenir toutes les aides électroniques sophistiquées de la voiture. Sa structure de base, son mode automatique, ont nettement suffi pour passer tout ça. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des conditions extrêmes, ce sont des chemins boueux avec des ornières, avec des passages un peu glissants, parfois de fortes montées ou de fortes descentes, ça dépend dans quel sens je les ai pris. Mais malgré ça, je n'ai jamais eu besoin de devoir enclencher, que ce soit le blocage du différentiel central, le blocage du pont arrière, j'ai pas eu besoin de tout ça. La voiture, elle a géré tout, nickel. J'ai pas besoin non plus de désactiver la barre stabilisatrice avant, dans le sens où il n'y avait pas quand même besoin de débattement extrême. Donc vraiment, la voiture s'est déjouée de ça sans aucun problème. Et là, on sent qu'on est vraiment dans son terrain de prédilection, celui où on a besoin de traction. J'aurais préféré effectivement commencer à aller la mettre dans des terrains vraiment hostiles, vraiment extrêmes, pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Sachez juste que quand nous on essaye des voitures, les garages nous les prêtent, certes, mais si jamais il y a de la casse, il y a une franchise à payer. Et la franchise sur un véhicule de ce prix-là, j'ai pas envie de la calculer. Sur grands axes, les aides à la conduite se montrent particulièrement bien calibrées.
que ce soit le détecteur de limitation de vitesse qui va jamais confondre la vitesse dédiée à ce véhicule par rapport à la vitesse dédiée au camion. Vous savez bien, parfois vous avez une limitation 80 km/h, 60 km/h pour les plus de 3 tonnes et demie. Eh bien, la voiture ne va jamais confondre quel est le panneau qui s'applique à vous. Pareil pour l'assistant au maintien dans la voie, celui-ci est vraiment très doux, il vous conserve bien dans votre voie lorsque la route est droite. Lorsque vous avez affaire à des virages, il vous tient bien aussi, mais lorsque le virage devient trop marqué, dans ce cas-là, il aura peut-être tendance à vous remettre un petit peu fort sur votre bande. Il attend un petit peu trop longtemps. Mais à part ce phénomène-là qui est vraiment assez rare, parce que sur les grands axes en général, les grands tournants bien marqués sont plutôt rares, à part ce cas-là, vraiment, vous êtes toujours bien guidé à l'intérieur. Le régulateur de vitesse auto-adaptatif est très réussi, je trouve aussi, car il ne va pas limiter votre vitesse avec une distance déraisonnable par rapport au véhicule devant vous. Il le fait quand vous commencez à rentrer dans la zone que vous avez bien définie au compteur, au tableau de bord. Ce qui vous permet de sentir quand vous commencez à perdre de la vitesse et qu'il est temps de commencer à penser à changer de bord de circulation. L'aide au freinage d'urgence, enfin, n'est intervenue qu'une seule fois au cours de ces 2 journées d'essai et c'était parfaitement justifié. Donc vraiment à ce niveau-là, impeccable. Donné pour 10,5 litres en consommation mixte, soit l'équivalent de 275 grammes de CO2 par kilomètre, notre Toyota Land Cruiser 250 a consommé 11,8 litres de gazole au cours de cet essai dont le protocole vous est exposé dans la vidéo dont le lien s'affiche dessus. Sur grands axes, il est tout à fait possible de descendre en dessous des 10 litres, de quoi avoisiner de très longues étapes avant de ravitailler les 80 litres du réservoir. À l'issue de cet essai, j'avoue être assez embêté. Malgré son encombrement extérieur, sa masse, sa conception de pur baroudeur et son moteur turbo-diesel, le Land Cruiser s'est montré ultra civilisé au cours de notre essai. Il s'est quasiment fondu dans la circulation urbaine. Je dis quasi car au cours de la journée, il a fait tourner bon nombre de têtes et levé un nombre assez surprenant de pouces approbateurs. Mais je reste tout de même un peu embêté. Non pas pour le confort, qui, c'est vrai, mériterait peut-être une insonorisation un peu plus soignée. Non pas par rapport à la finition, qui pour moi est tout à fait digne de ce qu'on retrouve chez Lexus. Non pas par rapport à l'habitabilité et au volume de coffre, qui sont vraiment excellents. Même si c'est vrai que j'aurais quand même souhaité que les 6e et 7e places soient fournies de série. Non, là où je suis vraiment embêté, c'est qu'il y a plusieurs mois d'ici, Toyota a invité les professionnels de la presse spécialisée à tester son Land Cruiser dans les conditions difficiles du Moyen Atlas marocain, où il semble s'être montré impérial. Pour ma part, je n'ai eu l'occasion de l'essayer que sur des chemins de terre ici à Bellaneuve, mais également sur les pistes liégeoises, lesquelles sont jonchées de fissures, de jointures, de nids de poules, d'ornières, d'écaillages et j'en passe. Alors certes, le Land Cruiser a avalé tout ça comme si ça n'existait tout simplement pas, mais je suis embêté de ne pas avoir pu l'essayer dans de véritables conditions de hors-piste, son terrain de prédilection. Quoi qu'il en soit, ce Land Cruiser est un digne représentant de sa lignée, tant par sa capacité à tracter n'importe quoi qu'à rouler n'importe où, y compris dans des endroits où la main de l'homme n'a jamais posé le pied. Le tout désormais agrémenté d'une garantie de 10 ans limitée à 200 000 km, gage la confiance absolue de Toyota dans la durabilité de ses produits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe, le petit pouce bleu, l'abonnement avec sa cloche de notification, le commentaire qui fait plaisir et le partage sur vos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter l'actualité de la pause garage sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet qui est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!